Bonjour, on va étudier aujourd'hui 3 petites études de fin de partie qui tournent autour d'une même idée et qui ont été toutes les 3 fabriquées à partir d'une idée plus ancienne. Bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez la position en notation algébrique, la notation en Venn, toutes les positions nécessaires seront indiquées, et les sources exactes et la solution complète qui seront sous la vidéo. La première position, c'est celle que je vous ai montrée maintenant, tout de suite, qui a été faite par un très grand étudiste très connu, David Gourgenidze. La deuxième est une position qui a été faite par Marc Libourkin, qui est aussi un étudiste très connu, qui est décédé relativement jeune, et la troisième par un étudiste que je ne connais pas, qui a fait une position très simple sur la même idée. Donc, on va commencer par la première étude de David Gourgenidze. Cette étude de fin de partie, pour la voir, il faut bien admettre quelques petits résultats intermédiaires qui sont nécessaires. Alors, quand on arrive dans une finale, roi et dame contre roi et tour, le camp de la dame gagne. Si on a une finale, roi et tour contre roi et tour, en général c'est nul. Si on a une finale, roi, fou, cavalier contre roi, le fou cavalier gagne. Si on a une finale, roi et 2 cavaliers contre roi, c'est nul. Roi et 2 cavaliers contre roi n'arrivent pas à gagner. On va commencer par montrer la position très très célèbre qui est dite de Barbier Saavedra. Les blancs jouent et gagnent. Donc on a dit, si on fait une promotion en dame, la position est considérée comme gagnée, bien que cette position gagnée ne soit pas si facile à gagner. En pratique, c'est un gain sans problème, donc on n'analysera pas au-delà. La clé est évidemment de jouer C6, C7 avec menace de fer dame. Maintenant, les noirs ne peuvent pas empêcher la promotion ni en venant en C5 parce que le roi capturerait, et ni en venant en D8 parce que le pion capturerait. Donc le seul coup des noirs qui est disponible, c'est tour D6 échec. Là-dessus, les blancs ne peuvent pas jouer sur la colonne A parce qu'ils ont besoin de garder la case C6 pour pas que la tour puisse venir s'y installer. Maintenant, sur roi B7, la tour viendrait en D7 clouer le pion, et donc pourrait après faire un échange tour-pion et la partie serait nulle. Le roi ne peut pas venir non plus en C5, parce que s'il vient en C5, il y aurait tour D1 suivi de tour C1 qui finirait par capturer le pion, ou si les blancs jouaient imprudemment une dame, de capturer la dame derrière. Je peux montrer ça. Si on joue roi C5, tour D1, et donc on ne peut pas mater. Donc le seul coup qui reste au blanc, c'est roi B5. De nouveau, la case C6 est gardée, les noirs n'ont que tour D5. Là-dessus, les blancs ne peuvent pas revenir en B6 parce que ça serait nul par répétition, donc ils viennent en B4, tour D4 échec, roi B3, tour D3 échec, et maintenant roi C2. Roi C2 est intéressant puisque maintenant les blancs contrôlent la case C1 et l'enfilade n'est plus possible, et donc la tour n'a plus de vraie défense pour empêcher la promotion en dame sur C8. Mais il y a encore une ressource intéressante, un peu cachée, et c'était l'avancée de Barbier, parce que ce mouvement systématique du roi sur sa colonne pour chasser par la tour, c'était déjà vu avant, mais pas avec le roi noir en A1. Donc maintenant, avec le roi en A1, les noirs disposent encore d'une défense amusante qui est tour D4, et si les blancs se promeuvent en dame,
il y a tour C4 échec, dame prend C4, et le fait que la dame contrôle A2 fait que la position est patte et que le résultat de la partie est nul. Et donc, les noirs ont encore trouvé une ressource. Et donc, Barbier, quand il a édité cette position, il a dit, voilà, partie nulle, les blancs jouent et font nul. Là-dessus, Saavedra, qui était un lecteur, a dit, non, mais il y a encore une ressource. Il y a encore une ressource pour les blancs. Il suffit de jouer tour, promotion en tour. La promotion en tour, on se retrouve dans une position absolument équilibrée, roi et tour contre roi et tour. On a tendance à dire, mais c'est rien, ça c'est nul. Mais il se trouve que la tour menace mat en A8, et donc il n'y a pas de défense. Le seul coup pour empêcher ce mat, c'est de jouer pour les noirs tour A4. Et donc là de nouveau, on a un petit espoir, on dit mais le mat est paré, on a l'air bien, mais les blancs ont maintenant roi B3 qui menace la tour A4 et qui menace en C1. Et maintenant, il n'y a plus de défense, les noirs sont perdus, ou bien le roi est mat, ou bien la tour est perdue, ils ne peuvent pas tout défendre à la fois. Sur cette position est venu dans les années 60 un très grand étudiste qui s'appelle Vitaly Halberstadt, qui a proposé une introduction un peu plus élaborée que celle-là, avec la position présente. Donc dans cette position, il y a un pion blanc de plus, et le même énoncé, les blancs jouent et gagnent. Alors, le fait qu'il y ait deux pions blancs permet aux blancs d'espérer une nouvelle technique de gain, c'est ou bien on pousse le pion directement, ou bien on met les deux pions ensemble, et avec l'aide du roi, ils pourront pousser et se soutenir l'un l'autre, et donc on aura une deuxième option pour gagner. Mais c'est beaucoup plus lent, et le fait de pousser le deuxième pion peut permettre au roi noir de se rapprocher. Le premier coup ne pose pas trop de problèmes. On joue C6, et on dit au noir, vous n'avez pas accès à C3, ni à E3, ni même à F8, parce que ça n'empêcherait rien, je joue C7, si le roi s'approche, je commence à pousser mon deuxième pion, et si la tour menace en C8, le roi s'avance en D7, les noirs procèdent à tour F2. Tour F2 qui menace le pion D2 et qui se met sur une zone qui n'est pas où il y a accès à la case 2, ou si le pion joue, il y aura accès à la case C2. Donc la tour se met dans une position active, à la fois pour faire des échecs au roi blanc et à la fois pour capturer le pion D2 éventuellement. Donc le premier réflexe qu'on aurait serait de pousser le pion D4, mais ça n'est pas un bon coup, on va le voir tout de suite. Si les blancs poussent pour aller se mettre les deux pions ensemble et aller à promotion, les noirs arrivent à bloquer tout ça. Ils peuvent jouer tour C2. Sur tour C2, la réponse normale, c'est pas, on pourrait avancer le roi, mais disons, on avance le pion en D5. Le roi joue en B2. Maintenant, aucun des deux pions ne peut avancer parce que sinon, le pion C va se faire capturer. Donc, maintenant, il faut jouer le roi de façon obligatoire. Les noirs jouent roi C3. On essaye pion C7 et le roi D4 vient tout de suite attaquer le pion D5. Et on voit que maintenant, la position pour les blancs n'arrive pas à pouvoir être gagnée. Après tour F2, les blancs poussent le pion C7. Ça ne pose pas de difficulté. Les noirs ne répondent pas par tour F8, parce qu'à ce moment-là, on pousserait le pion sans encombre le pion D2. Les noirs jouent tour E2 échec. Là-dessus, évidemment, on ne peut pas jouer sur la colonne D. Par exemple, si on joue roi D5 pour venir, il y aura tour D2, échec, suivi de tour C2. Donc, sur
tour E2 échec, les blancs doivent jouer sur la colonne F. Et là, il faut quand même faire attention, il ne faut pas jouer sur F6, parce que sur F6, il y aurait tour E8, et comme le roi ne peut pas se rapprocher du pion, là, les noirs auront le temps de jouer tour C8, suivi de tour prend C7, donc il faut qu'ils jouent en F7. Tour échec en F2, et de nouveau, on ne va pas revenir maintenant en E7, parce que sinon il y aura tour E2 sans qu'on ait avancé d'un pouce. Par contre, les blancs jouent en G7 avec une idée derrière la tête. Tour G2 échec, et maintenant on joue roi F6. Alors roi F6, on peut abandonner la case G8, on peut laisser les noirs arriver en G8, parce que maintenant le roi aurait le temps de s'approcher du pion, étant donné qu'il n'est plus... il est du bon côté de la tour, il n'est plus gêné par la tour elle-même. Donc, sur roi F6, les noirs ne peuvent que jouer tour F2 échec. Roi E5, tour E2, et maintenant roi D4, tour D2, roi C3, et là on commence à reconnaître la position qu'on a vue juste précédemment, qui est de Barbier-Saavedra. Donc la tour vient ici pour essayer une enfilade, le roi joue en C2, la tour en D4 pour menacer tour D4 si on fait une promotion en dame, et on fait évidemment une promotion en tour, et c'est gagné comme vu précédemment. Là-dessus, la position est la suivante. Donc il a juste rajouté un pion à 2, mais c'est pratiquement la position d'Halberstadt, juste avec un pion à 2 en plus. Donc en pratique, les blancs jouent C7, qui est donc avec une menace immédiate, et qui oblige les noirs à bouger. Là-dessus, on reconnaît la position d'Halberstadt, tour F2 échec. On a vu tout à l'heure que le roi ne peut pas venir ni en E7, ni en E6, ni en E8, donc il joue en G7, tour G2 échec, roi F6, comme dans le Halberstadt, tour F2, roi E5, tour E2, roi D4, tour D2, tour prend D2, échec, et roi C3, tour D1, donc tout ça c'est comme dans le Halberstadt, roi C2, et maintenant tour D4, en disant aux blancs, vous ne pouvez pas faire dame. Si on fait dame, il y aura tour C4, échec, dame prend C4, qui contrôle la case A2, et ses pattes. Et maintenant, vous ne pouvez pas faire tour non plus, parce que le pion en plus, en pratique, est une grande gêne. Si maintenant on fait tour, eh bien, il n'y a plus de menace de mat, donc à peu près tous les coups blancs, tous les coups noirs, seront suivis de nul ici, et les blancs doivent jouer. Et maintenant, ils disent, pas de problème, on va essayer roi B3. Roi B3 contrôle la case C4 et menace donc toujours l'échec. Alors les noirs jouent tour D3 échec. Évidemment, on ne revient pas en C2 parce que ça serait boucler le système. Roi B4, tour D4, roi B5, tour D5, roi B6, tour D6, roi B7. Et roi B7, sur tour D7, maintenant la tour doit rester clouée le pion, il n'y a plus d'échec au roi blanc, et maintenant on peut jouer à 4. Et le pion A2 qui n'était pas d'un grand secours jusqu'à présent, qui a empêché de faire la sous-promotion en tour, nous permet de gagner sans encombre, puisque la tour noire, au mieux, peut se sacrifier contre le pion C2, mais le pion A est inarrêtable. Voilà, maintenant on passe à un autre développement qui a été fait sur le même principe de redonner un contenu un peu plus élaboré à l'étude de Barbier-Saavedra. Donc Marc Libourkine était aussi un très grand étudiste qui est décédé relativement jeune, et il a proposé cette position avec le même énoncé: les blancs jouent et gagnent. Donc la clé
est relativement facile à trouver. Les deux pions sont gelés, parce que si un des deux pousse, l'autre pion se fera capturer. Si on joue, pardon, pas forcément l'autre, mais le pion C se fera capturer. Si le pion C6 joue en C7, il y a tour prend C7. Si le pion B5 joue en B6, il y a tour prend C6. Donc la clé vient assez rapidement. Cavalier C1, qui fait une petite menace sur B3 et donc sur C5. B3 échec qui fait une fourchette. Là-dessus, les noirs ont deux défenses. Alors on va regarder la première, c'est de dire voilà, j'ai un pion qui traîne, je commence par le prendre. Là-dessus, les blancs jouent C7. Et donc on ne peut pas jouer tout de suite tour C5 à cause de la fourchette qu'on a dite. Donc les tours échec d'abord. Tour échec, le roi ne peut pas jouer en C2 parce qu'il y aurait tour C5 échec suivi de tour C7. Le roi ne peut pas jouer en E2 ou en E1 parce qu'il y aurait tour échec en E5 suivi de tour E8 suivi de tour C8. Donc la seule réponse possible, c'est cavalier D3 qui contrôle C5. Là-dessus, tour prend D3, roi C2, et on reconnaît la position de Barbier-Saavedra. On vient en D4 et les blancs jouent tour et c'est gagné. Donc on va regarder l'autre défense des noirs. Au lieu de prendre en B5, les noirs peuvent jouer tour D5 tout de suite, échec. Alors là-dessus, de nouveau, on ne va pas venir sur la colonne E pour ne pas laisser la tour faire échec et venir en huitième. Donc on joue roi C2, tour C5 échec, roi D3. Les noirs n'ont pas le temps de prendre le cavalier parce que sinon le roi aura le temps de monter, protéger les pions et assurer la promotion. Donc là-dessus, et on ne peut pas non plus faire tour échec parce que pour le même motif, le roi va monter et protéger les pions et protéger l'avance et on va promouvoir. Donc les noirs jouent tour prend B5. Là-dessus, de nouveau, il y a une menace pour la tour de venir en B8 et de tout solder. Donc on joue C7 de manière obligatoire. De nouveau, les noirs ne peuvent pas venir en C5 à cause de la fourchette. Ils ne peuvent pas faire échec parce que on va venir sur la colonne C sans craindre les enfilades, parce que maintenant il y a le cavalier C1 qui pourra jouer, qui pourra faire échec, et donc il n'y a pas de problème. Et les noirs trouvent une petite astuce finale, c'est de jouer en B8, en disant la case A2 est contrôlée par le cavalier, et si maintenant le pion vient faire une dame ou une tour, il y aura un contrôle de B1 et de B2, et le roi sera patte. Mais les blancs répondent pion prend tour égale fou, et la finale cavalier fou contre roi est gagnée. Ils ne font pas, surtout pas cavalier, parce que roi contre deux cavaliers et roi, c'est une nulle. Et en pratique, quand le roi est sur dans l'angle qui est de la même couleur que le fou, le mat se délivre relativement rapidement. Donc c'est un gain assez clair et même pas trop difficile. Donc voilà, Libourkine qui a réussi, en ajoutant un petit peu de matériel, à nous montrer deux variantes, une grâce à la position de Barbier-Saavedra, une où il y a une sous-promotion en tour et une où il y a une sous-promotion en fou. Maintenant, dernier développement, une étude donc a été faite par Mamataliev, qui est un étudiste que je ne connais pas, et qui a fait un petit développement tout à fait agréable sur la même idée. Donc on voit avec le matériel que les noirs menacent de prendre le pion. Premier coup, cavalier G5, donc il protège le pion. Les noirs n'ont pas le choix que de capturer ce cavalier.
Là-dessus, G2, G4, qui a la double fonction d'éloigner le pion du roi noir et de contrôler la case F5. De nouveau, seul coup, tour prend G4. Et maintenant, pour les blancs, il faut contrôler la case F4. Il faut faire attention de ne pas la contrôler par D6, parce que le fou D6 contrôle maintenant la case H2, et qui, comme on l'a vu déjà, était problématique. On vient faire à ce moment-là tour G1 échec, et si roi E2 par exemple, tour F1, puisque maintenant le roi ne peut plus capturer sans pâté, et donc la suite de ça est une nulle. Si les blancs font dame, on fait tour prend dame et c'est nul, roi et fou ne peuvent rien faire, et puis si roi prend tour, c'est patte. Donc pour contrôler la case F4, les blancs vont jouer en H6. Là-dessus, on joue tour E4 échec. Si les blancs se mettent sur la colonne D, il y aura tour D4 suivi de tour D8, ça sera nul. Et il ne peut pas venir sur la colonne F parce qu'il y aura tour F4 échec et le fou ne pourra pas prendre sans qu'il y ait patte. Donc il joue fou E3. Fou E3 qui menace dame. La tour ne peut pas venir ni en F4 ni en E8. Tour prend fou, échec obligatoire. Roi F2. Et on reconnaît de nouveau notre position de Barbier Saavedra. Tour E4 pour essayer le patte. Et maintenant, F8 égale tour. Et c'est gagné. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et à bientôt.